Depuis qu'il a entrepris sa réforme de la santé, le ministre Jean Rochon ne s'est pas fait que des amis, c'est le moins qu'on puisse dire. La semaine dernière, les médecins le montraient du doigt. Il avait d'ailleurs fait un premier mea culpa. Et puis, son avenir politique reste incertain, avec un remaniement ministériel toujours possible. Le ministre Rochon est avec moi, mais tout d'abord, Louise Baudouin nous a préparé un bilan de la réforme de la santé. Monsieur Jean Rochon, député de Charlebourg, est nommé ministre de la Santé et des Services sociaux. Jean Rochon, l'homme d'une mission. Depuis 30 ans au Québec, il est de tous les débats sur la santé. En 85, à la demande du gouvernement péquiste, Jean Rochon préside la commission d'enquête sur la santé et les services sociaux, la commission Rochon, qui jette les bases de la réforme actuelle. Et si ça devient un cas d'urgence, il est aussi exempté. Le gouvernement Bourassa héritera du projet de réforme, mais n'ira pas jusqu'au bout. Il y a 4 ans, Jean Rochon peut enfin appliquer sa vision d'un réseau de santé de l'avenir en se faisant élire sous la bannière du Parti québécois. Docteur Angèle. Tous sont d'accord dans le réseau, on doit faire la transformation. Le projet, s'adapter aux besoins d'une population qui vieillit et donc à la demande de soins qui grandit. Les nouvelles technologies permettent de soigner plus de monde et de les garder moins longtemps à l'hôpital. Pour la réorganisation, c'est la ronde des fermetures d'hôpitaux, des fusions d'établissements, des mises à pied, des retraites. L'argent épargné doit être réinvesti dans la santé. Mais avec la contrainte du déficit zéro, son gouvernement impose des compressions totales de 1,4 milliard dans la santé. Les compressions sont réparties de la façon suivante. Le ministre Rochon n'a plus d'argent pour absorber les chocs de la transformation. Les ratés s'accumulent. Les CLSC ne sont pas prêts pour absorber les demandes de soins à domicile. Les départs à la retraite d'infirmières et de médecins, plus massifs que prévu, vident le réseau d'une expérience importante. Il y a quand même du personnel compétent qui reste, mais je me prends pas pour un autre, mais c'est la crème qui s'en va. Pendant ce temps, les sondages, plutôt favorables au Parti québécois, montrent coup après coup que la grande impopularité de Jean Rochon et de sa réforme fait perdre de précieux points au gouvernement. Ces patients se demandent s'ils avaient rendez-vous avec la mort ou avec un chirurgien. Ça dégénère. L'accès aux soins réduit. Jean Rochon devient la personne responsable de tous les maux dans la santé, le bouc émissaire d'une population inquiète. À tous les jours, les médias font écho aux malades qui dénoncent leur attente pour des soins. Malgré la tempête, Lucien Bouchard reste fidèle à son ministre. Jean Rochon est en train de doter le Québec d'un instrument de développement social remarquable, indispensable. Il est en train de nous garantir les fondements, l'existence, la solidité, le développement des soins au Québec. Pour assurer la population, Jean Rochon entreprend une tournée des régions l'automne dernier. Je vous l'ai dit ce matin, c'est fini, là. Vous avez compris ça, là, hein? La partie de compression, Oui. on a réalisé nos objectifs dans le domaine de la santé, c'est fini. Certain. Certain. Il ne comprend pas la perception négative des gens face à sa réforme. La population n'a pas de vue d'ensemble, présentement. On l'entretient qu'avec les difficultés, puis elle ne voit pas le tableau d'ensemble. Récemment, le rapport sévère du Collège des médecins pave la voie au ministre pour qu'il reconnaisse lui aussi ses erreurs. Trop vite, pas d'argent et avec comme conséquence une réduction de l'accès aux soins. En bon soldat, il a encaissé tous les coups, restant fidèle à la ligne imposée par le gouvernement. Au nom d'une réforme qu'il croit nécessaire pour l'avenir des Québécois, il pourrait aussi en payer le prix. Avec nous maintenant en studio, le ministre Jean Rochon. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Bureau. Je vous voyais sourire en regardant le reportage. Vous savez que vous n'êtes pas un homme très populaire. Hein? Non, peut-être pas. Peut-être pas? Ben, vous n'en êtes pas encore convaincu? Ça dépend. Là. Écoutez, quand on regarde certains sondages, je vois très bien les résultats. Oui, je comprends ça très bien. Est-ce que ça vous affecte de voir que vous êtes devenu un peu la cible désignée? On reste humain, hein, même en politique. Et c'est sûr qu'on aime mieux être aimé que de ne pas être aimé. Ça c'est évident. Maintenant, j'ai accepté de faire un travail, de partager des responsabilités avec d'autres. J'étais assez conscient que ça ne serait pas facile. Je vous avoue qu'à l'expérience, c'est peut-être plus difficile que ce qu'on aurait pu penser, surtout à certains moments. Mais moi, je suis bien déterminé à tout faire. Puis j'ai très confiance qu'on est à peu près rendu et on va se rendre à l'objectif qu'on a visé et que le système de santé et de services sociaux qu'on a, on l'aura sauvé puis on va même le renforcer dans l'avenir. Mais je me trompe ou pour vous, personnellement, ça a été assez éreintant, tout ça? Vous avez traversé un mur de feu.
Oui, ça a été difficile. Ça l'a été pas seulement pour moi, là, ça l'a été pour tout le monde dans le réseau de la santé et des services sociaux. Très manifestement. Ah oui, très manifestement. Et l'image qui me revenait en parlant avec des gens là, pendant la tournée qu'on fait, là, on est encore dans une tournée des différentes régions, quand on s'embarque dans une aventure comme ça fait penser que quand on veut rénover une maison, et on se fait un plan, on a une bonne idée de ce que ça va être, mais très souvent, à mesure qu'on avance, on s'aperçoit qu'il y a plus de couches à enlever avant d'arriver à la brique, et c'est plus compliqué souvent que ce qu'on pouvait penser. Mais au passage, est-ce que vous n'avez pas abattu des murs de soutien aussi, des fois, que vous n'aviez pas soupçonnés dans votre rénovation? Je pense pas. Non, sincèrement, je pense pas qu'il y ait eu ce genre d'erreur-là qui a été faite. Le rythme a été très rapide. Comme on l'a rappelé, l'agenda des finances publiques qui est venu après la première année qu'on a eu commencé cette réorganisation-là, c'est sûr que ça a frappé très dur et que ça a posé des conditions très, très, très difficiles. Il y a une vague qui n'était pas toujours facile à traverser. Mais en toute sincérité, on a vraiment suivi ça de tout près et qu'il y a quelque chose d'essentiel qui a été perdu, je pense pas. Mais dans la communication, quand même, il y a quelque chose qui s'est peut-être perdu parce qu'on en est venu à confondre la réforme, complètement, qui est une affaire, celle dont vous rêviez depuis longtemps, qui était sans doute nécessaire, tout le monde le disait, et les compressions, l'exercice de réduction du déficit, d'élimination du déficit. C'est ça. Par moment, est-ce que ça vous a pas fait grincer les dents un peu? Parce que vous avez payé un prix très élevé pour ça. Oui, puis dans votre présentation au début, là, je me rappelle très bien du moment où j'essayais d'expliquer que si on s'en tient à des événements isolés, avec le fameux agenda financier, qu'à un moment donné, tout le monde a cru comprendre, ou a été convaincu, et avec les informations qui circulaient aussi, alors que la première année, on comprenait vraiment que les difficultés amenaient les améliorations de services, que là c'était vraiment fait pour couper de l'argent et qu'on a perdu de vue ce qui était vraiment les objectifs de la transformation, qui ont été rappelés au début, qui étaient de ramener des services plus près des gens. Mais dans les faits, vous avez réussi à comprimer des sommes qui n'ont pas été réaffectées à la santé, cependant, qui sont allées à la réduction du déficit. C'est-à-dire, le bilan serait différent aujourd'hui si vous aviez eu ces sommes-là que vous pensiez dégager. D'abord, ça aurait été sûrement moins difficile de faire ça. On aurait peut-être pu saboter cette condition-là, prendre un peu plus de temps pour le faire. On était bousculés dans le temps. Alors, vous l'admettez, vous avez fait trop vite. C'est-à-dire, il y avait deux conditions qui ne nous donnaient pas le choix. D'abord, on avait pris du retard. Puis j'ai eu l'occasion de travailler dans différents pays à l'extérieur du Québec, dans le domaine de la santé. Depuis une bonne décennie et un peu plus, la plupart des pays ont réorganisé beaucoup de choses dans leur système de santé. On est parti en retard, et même par rapport aux autres provinces du Canada. Ça mettait une pression terrible. Et le fait qu'on avait des conditions... Vous savez, la manière que ça se passait, là, c'est pas qu'on nous demandait de faire des économies. Les crédits, comme on dit, l'argent nous était enlevé. Quand on avait notre budget pour l'année, il n'était plus là, l'argent. Il n'y a pas de dire qu'essayer de l'économiser. Il n'était pas là. Ça travaille mal, ça. Il fallait faire sans. Et alors, ça mettait une pression beaucoup plus grande pour faire des redéploiements de ressources, des réorganisations, des transferts, avec souvent, on a manqué un petit peu de temps par moment, c'est évident. Écoutez, je vous arrête là-dessus. On fait, c'est promis, une courte pause. On revient avec le ministre Rochon dans quelques instants et on va plus loin dans l'analyse de cette ambitieuse et importante réforme de la santé. Épouvantable quand on dit qu'un patient sonne pour avoir de l'aide puis on dit on n'aurait quasiment pas le temps d'aller répondre à la cloche. On n'aurait quasiment pas le temps de parler aux familles. On donne les médicaments, des fois, on n'a quasiment pas le temps. Alors, je vous dis pas que c'est tous les jours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Ça ne sera pas un thermostat. On ne peut pas diminuer les frais pour ouvrir la cour l'hiver. Il y a de la neige, il faut l'enlever. Nos frais d'ambulance, c'est pas moi qui va prendre la décision de ne pas envoyer une ambulance sur un accident ou de ne pas transférer un patient en ville qui en a besoin d'urgence. On ne peut pas. On a toujours une peur qu'il y ait un monsieur qui avait une douleur au cœur et qui a attendu pendant 2 heures dans la salle d'attente. On craint toujours ça. Le triage nous protège contre ça. Mais de trier les cas, ça ne fera pas qu'en bout de ligne, j'aurai moins de patients couchés. Moi, mon problème de débordement, c'est les patients couchés, c'est pas les patients debout. Dans le puzzle là, des services de santé, la Côte-Nord, c'est le dernier morceau du puzzle. Alors, tant qu'il manque des pièces ailleurs, nous, on ne peut pas mettre notre morceau. Donc, pour se parler, les gens qui sortent, ils vont d'abord en ville, ils viennent en dernier sur la Côte-Nord. Je vais ajouter là-dessus qu'il n'y a personne ici à Jonquière qui a demandé au gouvernement de fermer l'hôpital. Okay? En fait, il n'y a personne qui avait donné de mandat au gouvernement de fermer les hôpitaux. Ils ont décidé de faire le déficit zéro,
Puis on dit qu'il faut fermer les hôpitaux. On n'a pas demandé l'avis des gens là-dessus. Que les autres personnes des autres villes n'aient pas manifesté plus que ça, c'est leur affaire, parce qu'il y en avait plusieurs hôpitaux dans leur ville. Mais ici, nous, on n'en a rien qu'une, puis on veut la garder. On y tient. Oui, ça a été assez clairement exprimé aujourd'hui à Jonquière. M. Rochon, on le voit, même si vous dites on arrive au bout du processus de réforme, il y a encore de nombreux irritants. Je faisais écho à ce début peut-être de mea culpa que vous avez fait la semaine dernière, quand vous avez dit, après que les médecins ont présenté leur rapport assez cinglant, c'est vrai, c'est pas parfait. Et on le voit, il y a encore beaucoup de questions. Prenons ça en détail tranquillement. Par exemple, les listes d'attente. Ça inquiète beaucoup de gens, c'est clair. C'est pas totalement résorbé de ce côté-là. Il y a encore des listes d'attente importantes. Est-ce que c'est acceptable, selon vous? Dans les urgences. Pas juste dans les urgences. De façon générale. Pour des opérations. Bon, oui, non. Il y a des secteurs qu'on a bien identifiés, là, dans certains secteurs de chirurgie, dans tout le domaine de la radio-oncologie. Quand on parle de chirurgie, c'est surtout la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, les remplacements de hanches et de genoux en orthopédie et les cataractes. Bon, il y en a peut-être d'autres, là, mais celui-là, c'est le plus. Et on a des améliorations à faire. Remarquez qu'on avait aussi de l'attente avant de faire cette transformation-là. Oui, mais il reste que... Dans certains secteurs, c'est qu'on n'a pas amélioré le temps d'attente. Dans certains cas, ça a pu durer un peu plus longtemps. Mais ce qui est important que la population sache, là, et ça, tout le monde le dit dans le réseau, tout ce qui est urgent ou classé comme semi-urgent par un clinicien, donc dans les heures ou les jours, ou dans la semaine ou les 10 jours qui suivent, vous êtes en mesure d'intervenir. Ça a toujours été préservé. Et à cause de ça, des fois, ça peut être, en demandant à des gens qui sont dans des qu'on appelle plus électifs, d'attendre un peu plus longtemps. Parlons... Mais c'est pas, on ne veut pas s'en tenir à ça. Là. Et vous admettez qu'il y a quand même des listes d'attente qui peuvent être à la rigueur presque inacceptables. Là. Il y a des listes d'attente qui peuvent être moins longues, qui doivent être moins longues, et on va s'assurer qu'ils vont être moins longues. Parlons de ce que, dans le cadre de ce qu'on a appelé le virage ambulatoire, il fallait se préparer en aval. Hein? Il fallait être prêt à recevoir les patients qui seraient plus hospitalisés. De ce côté-là, il semble assez clair pour tout le monde qu'on était peut-être un peu mal pris ou pas encore tout à fait prêt à recevoir les patients dans les CLSC, les services sociaux. Est-ce que vous auriez dû, dans les séquences, peut-être, mieux prévoir l'arrivée des patients? C'est-à-dire, si, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, là, si on avait pu faire ça dans des conditions différentes, si on n'avait pas eu un retard accumulé important qui mettait déjà une pression épouvantable, si on n'avait pas eu le contexte financier qui était celui qu'on avait, c'est sûr qu'on aurait pu faire ça différemment et qu'il y a un certain nombre d'irritants et de difficultés qui sont présentés. Remarquez que, de toute façon, un changement important comme ça aurait dérangé beaucoup, puis il y aurait eu des irritants de toute façon. Mais on aurait pu rendre ça peut-être un peu moins irritant. Ça, je le reconnais. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas avoir cette possibilité-là. C'est ça qui était la difficulté. Est-ce que le carcan budgétaire, à un moment donné, vous a fait penser que vous auriez peut-être échappé cette réforme? Oui. Si on recule d'à peu près un an et demi, après le budget de l'année dernière, j'ai fait une tournée des régions encore une fois. J'ai fait 2 tournées par année dans toutes les régions du Québec. Là. Et là, c'était évident qu'on était rendu à la limite. C'est ce qui nous a amené, en septembre dernier, il y a un an, à réinjecter dans le système de la santé. C'était de l'ordre de 380 millions. Parce que là, on a dit, non, ça c'était une première chose, on a remonté, autrement dit, le budget. Ce qu'on avait dit, ce qui avait été enlevé pour dire, arrangez-vous avec, vous ne l'avez pas, on en a remis la majeure partie. Et il y a 6 mois maintenant, en juin dernier, moins de 6 mois, là, on a recommencé à mettre de l'argent neuf. Donc, on a réalisé à un moment donné qu'après 2 ans et demi de ce régime-là, parce qu'on avait commencé en santé aussi 1 an plus vite que tout le monde, que là, on avait atteint le point et qu'il fallait revenir strictement à l'objectif de transformation. Je parlais aujourd'hui à des médecins, à des infirmières, des gens qui n'ont pas d'intérêt corporatiste, là, qui me parlaient de façon dégagée. Ils me disaient, moi, je crains qu'on arrive au burn-out dans le système à un moment donné parce qu'on demande tellement des ressources, que le système se brûle. Bon, ça, vous devez penser à ça? Beaucoup. Et d'ailleurs, dans ce qu'on fait présentement, là, qui est de se réaligner pour une consolidation et un redéploiement de ressources dans le domaine de la santé, les personnes qui travaillent dans le réseau vont faire l'objet d'une attention particulière et d'une collaboration particulière pour s'assurer qu'on les aide à développer leurs compétences et qu'ils sont mieux impliqués. Et d'ailleurs, vous me permettrez là, de rajouter un petit commentaire. Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont permis qu'on réalise ce que le Collège des médecins a dit. Parce qu'il a dit 3 choses, le Collège des médecins. Hein? Il a dit la transformation, il fallait la faire, vous l'avez faite. La qualité a été préservée. Le Collège des médecins a dit ça aussi. Il y a des réserves sérieuses exprimées. La qualité a été préservée, et ça, c'est grâce au personnel. Et il a dit, par contre, il y a des délais d'attente
qui sont trop longs et qu'il faut raccourcir à certains endroits. Alors, le Collège des médecins a rendu un jugement là, d'ensemble assez complet et avec ça, je suis d'accord dans l'ensemble de jugement. Rapidement, parce que je vous le dis, le temps file et c'en est frustrant. Oui, je sais, mais... Monsieur le ministre, si vous étiez, vous, une personne âgée, sans support familial, seriez-vous inquiet de laisser le système de soins gérer votre vie? Parce que c'est un peu ce qui arrive à un moment donné, là. Seriez-vous inquiet, compte tenu de ce que vous entendez, de ce que vous voyez? Compte tenu de ce qu'on entend, là, je pense que je serais inquiet, puis je comprends déjà d'être inquiet. Et c'est pour ça qu'on veut bien expliquer aux gens que, par contre, s'il y a l'amélioration qu'il doit faire dans les établissements de soins de longue durée, on doit donner plus de services là. Par contre... Vous allez investir là aussi, alors? Oui. Par contre, présentement, là, après 3 ans, les gens attendent moins longtemps pour avoir une place dans des soins de longue durée. Et il y a beaucoup plus de services qui sont donnés à domicile, donc ils vont plus tardivement dans un établissement de soins de longue durée. Le tableau, là, il y a toujours 2 faces à une médaille. Hein? Alors, il est dosé, le tableau. On termine avec un électrocardiogramme de votre avenir politique. Pensez-vous que vous êtes menacé? C'est pas moi. Mon électro que vous preniez pendant qu'on parlait, non. Écoutez, menacé, je ne sais pas ce que ce thème-là veut dire par rapport à ce qui va se passer. Mais sentez-vous que ça chauffe pour vous? Compte tenu de ce que politiquement, vous le savez, vous êtes un fardeau. Bon, écoutez, moi là, je suis là, je suis toujours disponible. Il y a beaucoup de travail encore à faire et si le premier ministre juge que dans l'ensemble de l'organisation de son cabinet, de son conseil des ministres, je peux encore faire un bout de chemin et être utile là, moi, je suis tout à fait prêt à le faire. Pensez-vous que vous serez là? Je ne sais pas, on verra ça. Jean Rochon, merci beaucoup. Merci bien.